Les forces russes ont dû recourir à des mesures désespérées et inhabituelles ces derniers temps. Les soldats de Vladimir Poutine ont notamment été aperçus allant au combat à cheval, ou encore en train de sortir des blindés soviétiques rouillés, stockés depuis des décennies, pour les envoyer au front. Cette tactique des commandants du Kremlin est sans doute l'une des plus étranges, car la Russie retire maintenant des missiles de ses propres véhicules. La raison pour laquelle ils agissent ainsi est presque incroyable. Cette histoire étrange provient de la communauté des analystes du renseignement en source ouverte, qui surveillent régulièrement les médias accessibles, comme les images satellites des bases russes, pour informer le monde des mouvements du Kremlin. Un spécialiste du renseignement en source ouverte en particulier, qui porte le nom de Jumpy sur X, a partagé des découvertes fascinantes après avoir surveillé de près l'usine Marum Teplavos, située dans la région de Vladimir en Russie, à environ 260 km à l'est de Moscou. L'usine a longtemps œuvré dans le transport et la sécurité, et a aussi servi de dépôt pour de nombreux châssis véhicules de transport blindés polyvalents de l'époque soviétique. Le véhicule de transport blindé polyvalent est un véhicule blindé chenillé, polyvalent, amphibie, entré en service dans les années 1970. À l'époque, ce véhicule paraissait révolutionnaire, évoquant un char de combat principal, mais avec moins de blindage et de puissance de feu. Il était également peu coûteux à fabriquer, car une grande partie de sa conception reposait sur des composants déjà existants, comme le V8, diesel usine automobile de moteur de Yaroslavl, 238 déjà utilisé dans les camions soviétiques de l'époque. Ce moteur donnait au véhicule de transport blindé polyvalent une autonomie opérationnelle de 500 km et une vitesse maximale de 60 km/h sur route et de 30 km/h en tout terrain. De plus, comme il s'agit d'un véhicule amphibie, il avait également la capacité de traverser l'eau, franchissant des rivières et même des lacs à des vitesses allant jusqu'à 60 km/h. Long de plus de 6 mètres et large de 2,7 mètres, le véhicule de transport blindé polyvalent offrait aussi un vaste espace intérieur. L'équipage, formé d'un conducteur et d'un commandant ou tireur, s'installait à l'avant, dans un compartiment séparé du moteur. Un grand compartiment arrière distinct était aussi présent, offrant de la place pour jusqu'à 11 fantassins ou environ 2000 kg de cargaison. Le véhicule de transport blindé polyvalent dispose également de suffisamment de puissance pour tracter une charge allant jusqu'à 6500 kg. En ce qui concerne l'armement, ce véhicule blindé de combat peut être équipé d'une gamme de canons principaux, incluant une mitrailleuse lourde Nikitin Sokolov-Volkov Kord 12,7 mm, un AGS 17D ou AGS 30 de 30 mm ou un canon automatique 2 à 42 ou 2 à 72 de 30 mm. En outre, une tourelle 360 degrés avec mitrailleuse PKT et 2500 cartouches. De nombreuses variantes du véhicule de transport blindé polyvalent ont été produites au fil des ans, dont beaucoup ont été vendues et expédiées à d'autres forces armées à travers le monde. L'Allemagne de l'Est a utilisé des véhicules de transport blindés polyvalents qui ont aussi été envoyés en Bulgarie, Irak, Pologne, Vietnam, Ukraine, Finlande, Myanmar et de nombreux autres pays. En Russie, le véhicule de transport blindé polyvalent a surtout servi de plateforme de lancement pour le système de missiles Sturm. Également développé à l'époque de l'Union soviétique, le 9K-114 Sturm est un système de missiles anti-chars guidé par radio, également connu sous le nom de code OTAN 86 Spiral. Il utilise le missile 9M100 14 Cocon, testé en 1974 et entré en service en 1976. Comparable en fonction et rôle aux missiles anti-chars occidentaux tels que le Tube Launched, Optically Tracked, Wire Guided américain et le HOT français. Le Cocoon se démarquait par sa rapidité et sa polyvalence lors de son lancement, avec une portée maximale de plus de 5 km et une vitesse de pointe de 1240 km/h, ce qui correspond pratiquement à la vitesse du son. Il peut être déployé depuis différentes plateformes, comme l'hélicoptère Mi-24-5, le canon d'assaut et le véhicule de transport blindé polyvalent, avec le système STUM principalement installé sur le châssis du véhicule de transport blindé polyvalent à la place du compartiment d'équipage. Équipé d'un lanceur à piédestal rétractable à un seul coup et d'un chargeur automatique, le Sturm s'est déjà révélé être une arme anti-char efficace et puissante. L'Ukraine dispose d'une large collection de chars occidentaux, soviétiques et autres blindés. Il aurait pu sembler logique pour les Russes de réparer
et de moderniser certaines de leurs anciennes unités véhicules de transport blindés polyvalents, et de les déployer avec de nouveaux missiles sur le dos, prêts à affronter les blindés ukrainiens le long des lignes de front. Mais ce n'est pas ce qu'ils font. Selon Jompy et d'autres analystes, les preuves observées à l'usine de la région de Vladimir suggèrent en réalité cela. La Russie retire plutôt toute trace de système de missiles de ces vieux blindés, et les rénove pour un usage très différent et bien plus basique. Dans un tweet du 12 octobre, Jompy a écrit « Quelque chose d'intéressant concernant les véhicules de transport blindés polyvalents stockés. L'usine Rolinyangi Murumta Plavos Zavod, chargée de la rénovation de ces véhicules blindés, a enfin vu du mouvement dans ses entrepôts après de nombreuses années. » Dans des tweets de suivi, Jompy a expliqué « On dirait que l'épuisement des coques de véhicules de transport blindés polyvalents utilisables les oblige à rénover des transporteurs 9P149 Sturm S80 GM, qui représentent une grande part des coques de véhicules de transport blindés polyvalents restantes en stockage. Cela pourrait servir à les rénover, les transformer en véhicules de transport blindés polyvalents standards, ou, aussi improbable que cela paraisse, les moderniser en MGTLB. Comme la Russie l'a révélé plus tôt cette année. Ils prévoient de produire ces véhicules pour remplacer leur ancienne flotte de véhicules de transport blindés polyvalents. Comme le note Jompy, beaucoup des vieux véhicules de transport blindés polyvalents stockés à l'usine sont des variantes 9P149 Sturm S. Et il semble que le plan le plus probable de la Russie soit de retirer effectivement les capacités offensives de ces véhicules et de les transformer de redoutables lanceurs de missiles anti-chars en de simples véhicules de transport de troupes de fortune. Ils retireront sans doute les lance-missiles les toits des compartiments d'équipage pour créer plus d'espace intérieur, où les soldats pourront s'asseoir pendant le trajet. Si tel est le cas, alors il y a beaucoup de leçons à en tirer. D'une part, le simple fait que la Russie envisage même d'utiliser des véhicules anciens et relativement dépassés, comme le véhicule de transport blindé polyvalent, montre à quel point elle est désespérée en ce moment. Elle a subi des pertes catastrophiques en matériel, le groupe d'analyse en source ouverte Oryx ayant enregistré plus de 4190 chars détruits et environ 8450 véhicules blindés et véhicules de combat d'infanterie jusqu'à présent. De plus, 693 transports de troupes blindées et des milliers d'autres véhicules variés. Ces pertes ont clairement eu un impact significatif, ce n'étant pas la première fois que des preuves montrent que les troupes russes sont forcés de fouiller de vieux entrepôts ou d'utiliser du matériel soviétique rouillé. Cette année seulement, la Russie a déjà réutilisé plusieurs anciens chars, comme le T-72A, qui remonte à l'époque de la guerre froide, et le T-62 encore plus ancien, qui est entré en service il y a plus de 60 ans. Ceci illustre une nouvelle fois le Kremlin recourant à du matériel vétuste pour tenter, désespérément et humilié, de maintenir la pression sur ses adversaires au front. Cela indique que la Russie doit commencer à manquer de véhicules blindés et de transports de troupes plus modernes, comme les BMP et les BTR, et préfère rénover des alternatives plus anciennes, moins puissantes et plus lentes, au lieu de dépenser du temps, de l'argent et des ressources à en produire de nouveaux. La deuxième leçon de cette histoire révèle les priorités des commandants du Kremlin. L'armée russe a toujours privilégié la force et la puissance de feu avant tout. Elle a été fabriquée et déployée parmi les chars les plus robustes et les missiles les plus puissants du monde durant la guerre avec l'Ukraine. Jusqu'à présent, la Russie s'est principalement concentrée sur une approche de force brute, en comptant fortement sur les chars et les blindés. Au début de la guerre, il a tenté de submerger l'opposition avant de recourir aux drones et missiles pour infliger l'essentiel des dégâts. Durant la majeure partie de la guerre, la Russie ne redoutait guère les contre-attaques ukrainiennes. Elle était entièrement concentrée sur ses propres manœuvres offensives, convaincue de disposer de la force la plus puissante et la plus dévastatrice, et qu'il n'y avait rien que l'Ukraine puisse faire pour arrêter son avance implacable. Cependant, les temps ont changé. Désormais, au lieu d'améliorer leur capacité offensive avec des systèmes de missiles anti-chars, les commandants russes préféraient fabriquer des véhicules de transport de troupes. Ils peinent de plus en plus à garder leurs soldats en vie, à les amener en première ligne et à lancer des offensives, à cause des opérateurs de drones ukrainiens, devenus plus efficaces et meurtriers. Dans les zones très disputées du front, comme Pokrov à Donetsk, la Russie a rassemblé une force massive, certaines estimations évoquant jusqu'à 110 000 soldats, alors qu'elle tente désespérément de s'emparer de cette ville industrielle stratégique. Mais jusqu'à présent, elle échoue. Malgré le déploiement de chars d'artillerie,
d'énormes escadrons de soldats et même de petites unités déguisées, elle n'a pratiquement fait aucun progrès dans la région, et les défenseurs ukrainiens continuent de tenir la ligne. Là-bas, les drones ukrainiens scrutent régulièrement le ciel, balayant le sol à la recherche du moindre signe de vie avant de frapper leurs ennemis, éliminant une unité après l'autre. Ainsi, la Russie a été contrainte de trouver de nouvelles méthodes innovantes pour protéger ses troupes et les aider à parcourir de longues distances en relative sécurité. C'est la seule façon pour eux d'avoir une chance réelle d'amener un nombre significatif de soldats à proximité de villes comme Pokros. Et c'est probablement la seule façon pour eux de pouvoir un jour capturer cette ville et d'autres similaires. Ils ont besoin de véhicules de transport de troupes et, beaucoup ayant été détruits, ils utilisent des modèles plus anciens, comme les véhicules de transport blindés polyvalents. C'est le signe d'un changement radical dans les doctrines militaires du Kremlin, un passage de la puissance de feu à la survie. Quant à savoir si cela s'avérera réellement être une stratégie efficace, seul le temps nous le dira. Plus léger que certains véhicules modernes, les véhicules de transport blindés polyvalents convertis pourraient être plus faciles à cacher ou à disperser en zone de front difficile. La Russie pourrait ainsi déplacer ses troupes vers des zones clés plus efficacement. En même temps, le véhicule de transport blindé polyvalent ne s'est pas vraiment révélé être un élément invulnérable de l'arsenal russe dans la guerre jusqu'à présent. Selon Jompy, la Russie a commencé la guerre avec environ 3300 véhicules de transport blindés polyvalents en service, et en a depuis perdu pas moins de 1800. Cela montre à quel point l'Ukraine a facilement détruit ces véhicules, que ce soit par drones, missiles, mines ou artillerie. Ainsi, les défenseurs de Kiev sont peu susceptibles de craindre que quelques véhicules de transport blindés polyvalents supplémentaires descendent les routes du front. Un autre facteur à considérer dans la cannibalisation de ces vieux véhicules par le Kremlin est l'aspect économique. En ce moment, il n'est pas exagéré de dire que l'économie russe est dans un état de chaos absolu. Le pays a progressivement ressenti la pression des sanctions occidentales, de nombreux États imposant de lourdes sanctions financières aux banques, entreprises et oligarques russes. De nombreux pays ont également réduit au minimum leurs investissements en Russie, beaucoup d'entre eux diminuant de façon spectaculaire la quantité de pétrole, de gaz et d'autres combustibles fossiles russes qu'ils achètent. Le Kremlin a tenté de compenser ces pertes en vendant plus de pétrole à des pays comme l'Inde, la Chine et la Turquie. Il a également passé du temps, avant l'invasion de 2022, à constituer un important trésor de guerre et à prendre d'autres mesures pour protéger de manière proactive son économie contre les sanctions et les pertes. Mais à mesure que la guerre durait, la situation empirait. Et maintenant, même l'énorme trésor de guerre de Poutine commence à s'épuiser. Son pays subit une forte inflation, des pénuries de main-d'œuvre inédites, la hausse des taux d'intérêt et une population de plus en plus mécontente face au coût de la vie. Au milieu de tout cela, il devient naturellement de plus en plus difficile pour la Russie de maintenir ses niveaux élevés de dépenses et d'investissement dans la défense. Le Kremlin pourrait ne pas pouvoir produire de nouveaux véhicules d'infanterie modernes et privilégier la modernisation d'anciens équipements comme les véhicules de transport blindés polyvalents bien moins coûteuses. Il est également probable que les usines de production militaire du pays soient déjà soumises à une pression intense et aient peut-être des priorités plus urgentes, comme la fabrication de composants de drones, de missiles, d'obus d'artillerie et de munitions pour compenser tout ce qui a été utilisé, perdu ou détruit lors des frappes de drones ukrainiens au cours des dernières semaines et des derniers mois. Selon des analyses en sources ouvertes, la Russie aurait réactivé environ 2500 anciens véhicules de transport blindés polyvalents depuis le début de la guerre, et on estime qu'il en resterait environ 480 en stockage. Le pays ne manque certainement pas de ces véhicules, et il est peu probable qu'il en manque de sitôt. Ainsi, à bien des égards, il s'agit d'un choix logique pour combler les lacunes de l'arsenal russe et offrir au moins un certain niveau de sécurité aux troupes. Alors qu'ils se déplacent du point A au point B, les ingénieurs du Kremlin travaillent également, d'arrache-pied, au développement du successeur du véhicule de transport blindé polyvalent, le MGTLB, un tracteur transporteur léger et polyvalent, conçu pour répondre aux besoins et aux conditions des opérations militaires modernes. Capable de transporter du personnel, des munitions et d'autres équipements, et suffisamment flexible pour fonctionner avec une variété d'armes et de matériel spécialisé, le MGTLB devrait offrir de nombreux avantages par rapport à son prédécesseur. Et il semble que la Russie ait l'intention d'utiliser l'usine Murom-Teplavos mentionnée précédemment pour produire ces nouveaux véhicules. Dans un tweet supplémentaire, Jompy a expliqué « Enfin, et comme c'est également le cas pour la majeure partie de l'industrie militaire russe, Murom-Teplavos Zavod est également en cours de reconstruction, de rénovation et d'agrandissement afin d'accroître ses capacités.
C'est sûrement lié à la future production de MGTLB avant. Cette usine paraissait vraiment délabrée. Le Kremlin semble donc avoir des plans à long terme pour renforcer ses capacités de transport de troupes. Mais pour l'instant, jusqu'à ce que son économie se renforce et qu'il puisse commencer la production de masse de véhicules d'infanterie plus modernes. Il devra se contenter de ces véhicules de transport blindés polyvalents rénovés, de simples solutions provisoires et économiques. Même les soldats embarqués auront une chance un peu meilleure de survivre dans des zones infestées de drones. Contrairement à ceux contraints de marcher ou d'utiliser des véhicules civils, ils n'auront sans doute pas beaucoup de protection. En bref, même si le Kremlin aimerait présenter cette initiative comme un signe de créativité ou même d'ingéniosité, il ne s'agit en réalité guère plus que d'une nouvelle démonstration de désespoir. Un signe de la faiblesse de l'armée russe autrefois puissante, forcée de puiser dans de vieux entrepôts et de déployer des véhicules dépassés. Ce n'est pas le seul cas où la Russie utilise des véhicules largement périmés. Il y a seulement quelques jours, le 12 octobre, des documents officiels russes sont tombés entre les mains du groupe de renseignement open source Frontelligence Insight, révélant les plans secrets du Kremlin pour rénover et moderniser plus de 800 de ses anciens chars de combat principaux, T-72. Ces documents proviennent initialement du fabricant de défense russe Ural-Vagonzavod et ont été partagés sur le site de Frontelligence Insight. Le tout accompagné de commentaires, de traductions et d'analyses détaillées de tous les éléments les plus importants. En examinant les fichiers, les analystes du renseignement en source ouverte ont découvert que la Russie veut restaurer et moderniser 828 chars T-72 d'ici 2036. Elle utilisera surtout d'anciens chars de la guerre froide, en les modernisant pour les adapter au XXIe siècle avec la nouvelle configuration T-72B3 même. Selon le rapport, la majeure partie de ces modernisations est prévue entre 2027 et 2029, ce qui suggère que la Russie envisage que la guerre avec l'Ukraine se poursuive encore pendant au moins quelques années. Durant cette période, environ 498 chars, 72, seront modernisés. Les documents divulgués révèlent aussi que la Russie veut accroître la production de chars modernes, dont les T-90M et T-99M2 prévoient une hausse de la production de 80% par rapport à 2024. C'est une stratégie ambitieuse qui montre l'engagement du Kremlin à moderniser son arsenal et à maintenir un stock solide de chars modernes prêts au combat. D'un autre côté, cette décision sent à nouveau le désespoir. Cela suggère que la Russie ne s'attend tout simplement pas à disposer des fonds ou des ressources nécessaires pour s'engager pleinement dans la fabrication de nouveaux chars dans les années à venir. Elle doit donc miser sur la réactivation d'anciens modèles et les adapter aux normes actuelles. Même avec un peu plus de blindage et quelques améliorations, ces chars resteront dépassés et inférieurs à de nombreux rivaux modernes. La Russie était autrefois l'une des plus grandes nations productrices de chars au monde et commence maintenant à être laissée pour compte. Elle subit le coup de sa guerre insoutenable contre l'Ukraine, semblant de plus en plus faible sur la scène internationale et sur les champs de bataille ukrainiens. Découvrez maintenant les dernières pertes de la Russie dans notre vidéo récente, qui explore comment les forces du Kremlin sont à plusieurs reprises anéanties le long des soi-disant routes de la mort menant à Pokrovsk et en sortant. Ou pour avoir une vue d'ensemble du coût exorbitant de la campagne du Kremlin. Regardez cette vidéo montrant le nombre incroyable de soldats russes tués ou blessés à ce jour. Et comment le Kremlin tente froidement de dissimuler ses pertes. Et enfin, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne pour rester informé et à jour sur tout ce qui se passe dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ainsi que dans d'autres conflits importants à travers le monde.